Il était une fois l'agriculture durable. À l'heure où une déclaration des droits pour les paysans vient d'être votée au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, 3 jeunes Belges ont mené une enquête auprès d'agriculteurs du nord et du sud de la planète. 2 d'entre eux se sont rendus au Congo pour découvrir des techniques de culture innovantes mises en place par Caritas International. 2 autres sont allés à la rencontre d'agriculteurs wallons qui ont pour ainsi dire converti leur ferme au bio avec les conseils et le soutien d'un syndicat d'agriculteurs, la FUGEA. Enfin, dans le reportage que nous vous proposons aujourd'hui, nous découvrirons les activités de l'ASBL Terre en Vue qui a créé un réseau de coopérants qui vient en aide aux agriculteurs afin qu'ils puissent accéder à la terre. Terre en Vue, c'est un film d'André Bossuroy. Aujourd'hui, le bio est partout. Il y a d'abord eu le film Demain, et puis Après-demain. Depuis, tous mes potes se sont mis à acheter des paniers bio, à bannir les supermarchés, à faire leurs courses dans des coopératives, en vrac, même pour le chocolat. Certains se sont mis à cultiver bio. En ville, à la campagne, sur les toits. Aujourd'hui, on n'achète plus la nourriture, on la partage. Pour moi, le bio, c'est ça. Ou ça. Ou encore ça. Jusqu'à ce que je remarque un panneau en rue. Aider 50 agriculteurs à se convertir au bio. L'agriculture biologique suscite des vocations. Le langage était presque religieux. Quelles étaient leurs motivations à eux aussi, ces professionnels de la culture et de l'élevage, à passer au bio? Parviendraient-ils à concilier protection de l'environnement, de la santé et intérêt économique? Car il s'agit de pouvoir en vivre de l'agriculture. J'ai voulu en savoir plus. Lui, c'est Guillaume, mon cousin. Il est prof de géographie à Bruxelles. Avec lui, je suis parti au Congo. On s'est dit que là-bas, les paysans avaient un savoir ancestral. Ils pourraient nous réapprendre à cultiver la terre tout en la respectant. Et c'est pourtant là qu'on va découvrir une initiative innovante en matière d'agriculture. Au Congo, 7 personnes sur 10 travaillent dans l'agriculture. Pourtant, leur production ne suffit pas à nourrir correctement toute la population. Quand on parle d'agriculture au Congo, l'essentiel des efforts est mis sur une agriculture pour l'exportation. Le café, les Congolais ne boivent pas de café. C'est le thé, c'est le soja, des grandes agricultures qui sont mises en œuvre pour vendre pour l'extérieur. Donc aucun effort n'a jamais été mis sur le développement de l'agriculture paysanne qui représente pourtant 70 à 80% de la population. Et donc le développement du Congo ne peut être que rural. Et c'est au pied du volcan Nyiragongo, au nord de Goma, que nous avons rencontré une ONG qui soutient une agriculture paysanne pour un développement local. Donc ici, on mène un projet dans la paroisse de Karambi et le groupement de Boussante. Alors c'est un projet qu'on appelle un projet EFICC. C'est-à-dire qu'on va travailler sur une exploitation familiale en intégrant des composantes qui sont l'agriculture, l'élevage, l'arboriculture, d'une manière continue et compétitive. On travaille avec un peu plus de 200 ménages ici, sur l'île. C'est-à-dire qu'on va diversifier l'alimentation au sein des ménages pour que régulièrement ils puissent produire quelque chose pour mettre dans leur assiette. Et aussi pour améliorer le revenu. Une partie de la production va être vendue. Et ce revenu régulier permettra de payer les soins de santé et les frais scolaires. C'est vraiment les 2 dépenses les plus courantes ici dans le milieu. Dans l'État ici, on cultivait très mal. Et on perdait beaucoup les semences. Et après que la Caritas est venue avec ses agents nous montrer comment travailler, comment cultiver. En tout cas, ces derniers temps, on voit que nous produisons beaucoup. Parce qu'on devait planter ces semences à la volée. On voit que quand on sème à la volée, il y a plusieurs semences qui se perdent. L'un des aspects importants du projet,
qui est en fait de cultiver en faisant des courbes de niveau. Donc principalement quand les terrains sont en pente, ça permet de limiter l'érosion. Et donc pour ça, ils ont planté des lignes de plantes fourragères pour délimiter chaque fois les courbes de niveau. Et alors ces plantes, elles ont l'avantage, d'une part, pendant la saison des pluies, la pluie ne va pas lessiver le sol. Et alors on a aussi une fertilisation du sol avec ces plantes fourragères. Ces plantes permettent de nourrir le bétail, donc les chèvres et la vache. Ces élevages qui vont ensuite donc donner des engrais pour de nouveau fertiliser le sol. Vous développez votre bananerie, mais vous aidez aussi les autres. On m'a fait 3 chèvres femelles et un bouc. Si je parviens à avoir au moins des petits, ça c'est pour donner à une autre bénéficiaire. C'est un projet qui doit continuer. C'est pas pour moi seul, mais c'est pour... Peut-être qu'il faut que les autres en bénéficient aussi. Ça fait à peu près 3 mois qu'on a donné les chèvres chez les bénéficiaires. Après ces 3 mois, nous avons déjà 8 naissances. Nous avons 200 ménages ciblés. Et sur les 200 ménages, on n'a servi que 120 ménages les chèvres. Vous voyez qu'il y a 80 qui sont restés. Et avec la chaîne de solidarité qu'on est en train de faire, ceux-là qui ont reçu les chèvres vont donner à ces 80-là qui n'ont pas reçu. Est-ce que vous avez développé une pharmacie si jamais les vaches ou les chèvres sont malades? Il y a une pharmacie, ça se trouve à la paroisse. Ça, c'est Diménaquel pour la malaria des gros bétail. Ils ont aussi la malaria? Oui. En cas d'infection, c'est lorsqu'on traite la bête avec ceci. C'est une fois par mois. Une fois par mois? Oui. D'accord. Je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais arriver, voir juste un carré de plantation et puis là, à voir comme ça, j'ai l'impression qu'ils peuvent vraiment en vivre déjà pour leur famille et puis s'ils peuvent développer les bananiers et puis s'ils peuvent vendre ça, plus la vache qu'ils viennent de recevoir. Si les autres ménages font ça aussi, je pense que c'est une belle réussite. Ils ont compris que c'est quelque chose qui vient encore une fois redonner l'espoir aux ménages, aux familles qui avaient tout perdu et qui peuvent reprendre maintenant aujourd'hui, grâce à l'agriculture et grâce à l'élevage, à soigner les enfants, à souvenir aux besoins alimentaires de la famille. C'est une population qui comprend qu'ils doivent d'abord recourir aux atouts de la communauté, aux potentialités, aux ressources qu'ils ont dans leur milieu et les amener ensemble pour commencer déjà un projet. Donc, une population qui a compris que non, ils doivent participer aux efforts de leur progrès, de leur développement local. De retour en Belgique, nous sommes allés dans la forêt retrouver l'origine des sols de culture. Ici, on est dans une forêt de feuillus et on marche sur un sol très riche qui est à l'origine de nombreuses terres de culture. Qu'est-ce qui compose ce sol-là particulièrement? Je te propose de regarder ensemble. Elle, c'est Maïté. Elle travaille à la FUGEA, un syndicat d'agriculteurs wallons qui encourage ceux-ci à réfléchir et qui les forme à appliquer des techniques durables. Donc on voit ici toute la matière organique qui est en train de se faire décomposer par tous les micro-organismes et les champignons. Si on creuse ici, on voit toute la partie noire ici, c'est tout l'humus. Il y a beaucoup de racines aussi. Oui, ça c'est assez important pour la structure des sols. Et du coup, qu'est-ce qui fait la qualité d'un bon sol, qui fait que le sol soit riche? Un bon sol riche, c'est un sol qui contient à la fois de la matière organique sous forme d'humus, mais aussi des nutriments directement disponibles pour la plante. C'est là d'ailleurs qu'on a des grosses différences de pratique. En agriculture, on peut apporter soit de la matière organique, du genre compost ou fumier, qui là va nourrir le sol, alors qu'on peut aussi amener tout ce qui est engrais minéraux, mais là on ne nourrit pas le sol, on nourrit seulement la plante. Donc c'est des éléments directement assimilables par les plantes.
Au long terme, c'est beaucoup plus intéressant de nourrir le sol, nourrir tous ces micro-organismes, parce qu'il faut savoir que le sol contient 80% des organismes vivants sur la Terre, donc c'est énorme. Et c'est vraiment important de les nourrir et d'en prendre soin, parce que ce sol vivant va pouvoir nous nourrir par la suite. Nourrir directement les plantes ou nourrir le sol, c'était donc un des choix qui se posaient aux agriculteurs. Avec Guillaume et Maïté, on a décidé d'aller rencontrer ceux qui nourrissaient le sol. C'est le cas de Jean-Marie Velgue, de Dany Dubois et de Vincent Delobel, 3 agriculteurs membres de la FUGEA et qui ont leur ferme dans la province de Hainaut. Qu'est-ce que tu as développé dans ta ferme? Quelles sont les différentes activités? Donc au niveau du bétail, on a développé l'autonomie alimentaire. Donc ça veut dire que l'on produit absolument tous les aliments dont nos animaux ont besoin. Donc pour les vaches laitières, on a développé un système de pâturage tournant pour que les vaches aient toujours de la bonne herbe à disposition. Dans le système du pâturage tournant, les animaux passent d'une parcelle à l'autre en séjournant de 4 à 5 jours dans chaque parcelle avant de passer à la suivante. Cette rotation permet de nourrir les animaux pendant les 2 tiers de l'année. Et pour le tiers restant, on a mis en place un séchoir de foin en grange pour avoir une très bonne qualité d'aliments pour nos vaches laitières. Donc ça va nous permettre d'être autonomes au niveau alimentation pour le bétail. On ne doit plus dépendre de soja importé d'outre-Atlantique. On arrive à produire suffisamment d'énergie et de protéines sur notre ferme grâce au mélange fourragé à partir de graminées et de légumineuses que les vaches vont consommer directement sur la prairie ou soit via le foin qui est produit par le foin séché en grange. Donc on arrive par ce système à être tout à fait autonome au niveau de la ferme pour avoir un lait de qualité et d'une qualité différenciée. Ouais. En effet, la multifonctionnalité de la ferme, le fait d'avoir de l'élevage mais aussi des cultures et pouvoir utiliser ce qui pourrait être considéré comme déchets sur la ferme tels que les effluents permet de revaloriser dans les cultures. Et là aussi, en matière d'effluents, Jean-Marie s'est démarqué en mettant en place un système de compostage pour apporter de la nourriture au sol de ses prairies. La motivation pour passer au compostage, c'était une meilleure valorisation de nos effluents d'élevage. Donc, au lieu d'apporter des amendements chimiques au sol, en compostant le fumier, on arrive à remplacer les engrais chimiques par des engrais naturels. Donc, ce que l'on composte, c'est surtout le fumier que l'on récolte dans les boxes des animaux. Le fumier est ensuite transporté vers les champs, où il va être stocké pendant plusieurs mois sous forme d'andins. Il sera retourné régulièrement pour se transformer progressivement en compost, avant de pouvoir être épandu sur les terres de culture et les prairies. La logique, c'est on nourrit le bétail avec ce que l'on produit sur la ferme. Les effluents d'élevage vont servir à leur tour, via le compostage, à nourrir la terre. On n'aura pas besoin d'engrais chimiques. Et donc, économie circulaire. Moi, je pense que ça, c'est le terme terriblement important dans notre ferme. Une chaîne, en fait. Une chaîne pour que tout ça se tienne, en fait. Toi, comment tu définis ton métier? Paysan, exploitant agricole, agriculteur? Quelle est pour toi ta vision du métier? Je me définis comme un agriculteur, en fait, comme quelqu'un qui prend soin de la terre. On pourrait croire que l'on est exploitant, mais j'aime pas trop le terme exploitant parce que c'est vraiment tirer sur la terre, exploiter la terre au maximum. Certes, c'est vrai qu'on essaye de retirer quelque chose de la terre, mais on le fait de façon naturelle, ou du moins de façon le plus naturelle possible, sans intervenir trop sur tout ce que l'on a en dessous de nos pieds. On prend soin de la vie biologique du sol, donc on essaye d'être moins agressif au niveau de la terre. Et moi, je pense que ça, c'est quelque chose de très important pour nous. Oui, et c'est vrai que d'ailleurs, ce qu'on défend ici à la FUGEA,
C'est vraiment cette agriculture paysanne. Et par paysanne, on entend tout ce qui est un mix des traditions paysannes ancestrales avec tous les moyens technologiques actuels aussi qui sont de plus en plus développés. Donc c'est vraiment un mix qui permet d'avoir une agriculture durable, respectueuse de l'environnement, mais aussi solidaire en fait, solidaire avec les paysans du Sud et essayer d'éviter un maximum les importations de protéines notamment. Et alors on se rend compte qu'en travaillant de la sorte, ça plaît aux gens aussi. Donc les gens voient que l'on fait attention au sol, on fait attention à l'érosion, des choses d'actualité. En fait, on répond à toute une série d'objectifs environnementaux en faisant toutes ces pratiques. Et c'est un fait que l'aboutissement de tout ça, c'est le magasin à la ferme, c'est le contact direct avec le consommateur. On n'a plus d'intermédiaire, c'est quelque chose de terriblement valorisant. Bon, si je comprends Jean-Marie, la seule façon de valoriser correctement son produit, c'est de réaliser la transformation de son bétail, de son lait et des céréales, pour en faire un produit à plus haute valeur ajoutée. Resterait alors à le commercialiser, en circuit court, à la ferme, ou sous forme de coopérative ou d'association de consommateurs. C'est la première option qu'ont choisi Dany et Nathalie Dubois pour leur ferme. En fait, on s'est lancé dans le circuit court il y a déjà plus de 20 ans. On a eu l'idée de faire ce qu'on n'appelait pas circuit court à ce temps-là, mais de la transformation à la ferme. C'est l'idée de diversifier, bien sûr, mais surtout d'avoir une plus-value sur la production agricole. Agriculteur, c'est le seul métier où tu vends quelque chose, mais tu ne décides pas du prix auquel tu le vends. Il n'y a aucune fixation des prix de vente. Ouais. Tu es complètement dépendant des marchés extérieurs, sauf si tu le vends en circuit court. Et encore, tu dois amener des prix plus ou moins raisonnables, parce que sinon les consommateurs ne viennent pas. Là aussi, à partir du moment où on a des consommateurs qui sont conscients de leur impact, à partir du moment où ils font des achats alimentaires, on peut orienter des politiques tout à fait autres en vue d'avoir des pratiques agricoles qui soient multiples, bonnes pour le consommateur, avec des bons produits, bonnes pour l'environnement, qui ne soient pas des agricultures de marché, parce que dans des pays comme les nôtres, de petite taille, on fait face à une agriculture mondialisée et on est incapable, au vu des coûts salariaux, des coûts sociaux, des coûts environnementaux et du coût du foncier en général, on est incapable de faire face à une concurrence mondiale. Les futures vaches laitières de demain. La ferme a énormément évolué au niveau de la taille, au niveau de ses productions, au niveau du mode de commercialisation. On a commencé par le beurre, mais on a rajouté assez vite des produits glacés, la crème glacée, les sorbets. Et depuis quelques années, on a diversifié vers un atelier viande où on produit et on vend en fait la viande de veau, de bœuf et de porc. On a acheté du matériel d'occasion pour ne pas faire trop de bêtises au départ. Et puis voilà, ça s'est fait tout doucement en fait. La crème glacée est venue beaucoup plus tard, elle est venue il y a une quinzaine d'années plus ou moins qu'on a fait la crème glacée. Et puis normalement quand on achète une machine, on avait souvent des cours gratuits que j'ai jamais eu, donc j'ai essayé avec des recettes moi-même et puis voilà quoi. On essayait, on faisait goûter les voisins, la famille, et puis on a amélioré les recettes, et puis donc c'est tout doucement, on a commencé tout doucement. Ça va sortir 10 minutes à l'avance au frigo, ça est juste en température, c'est meilleur. La clientèle est là, et dès que j'annonce qu'on a de la viande, toute la viande est réservée, quoi. Et on est presque au maximum maintenant de ce qu'on sait faire au niveau, ce qui ralentit, c'est la main-d'œuvre. On pourrait faire 2 fois plus, mais au niveau main-d'œuvre, on n'y arriverait pas, et on ne voudrait pas non plus, parce qu'on ne veut pas que ça devienne une industrie, ni une grande surface, ni on veut que ça reste familial. Ce qui se passe en agriculture aujourd'hui, c'est la désertification sociale, désertification de nos régions qui étaient ancestralement occupées par plusieurs générations sur le même site, des agriculteurs de petite taille, mais en famille, 2-3 générations sur la même exploitation. Et aujourd'hui, on retrouve des exploitations où l'agriculteur il est seul face à sa masse de travail, avec des conjoints qui partent travailler à l'extérieur pour ramener un certain revenu. Dans notre cas, ici, on a peut-être l'avantage d'avoir conservé un modèle familial dans lequel on peut
à plusieurs générations, travailler, s'aider, s'entraider, ce qui garde un certain sens à ce qu'on fait, vu la masse de travail, vu les contraintes d'horaire, le fait de rester en groupe, en équipe, en famille, permet de pouvoir durer dans le temps. Et depuis 2008, on a tout doucement reconverti nos animaux viandeux également vers une vente directe consommateur avec un petit atelier boucherie. Et le but, c'est que notre fils s'installe avec nous dans ce type de démarche. L'agriculture n'est pas simplement une activité économique, mais elle est intimement liée à la vie et à la survie sur Terre. Ne faudrait-il dès lors pas la défendre par des mesures contraignantes au plus haut niveau? Vincent Delobel est éleveur de chèvres à Tournai, mais il défend aussi les droits des paysans auprès des Nations Unies à Genève, en tentant de faire adopter une déclaration des droits des paysans. Quand ces enjeux à nouveau internationaux ont été débattus au sein de la FUGEA, c'est vrai que j'ai montré un intérêt à m'engager en tant qu'éleveur avec une sensibilité nord-sud sur ce dossier-là. Voilà, pouvoir de manière peut-être plus précise et plus efficace défendre nos valeurs et nos combats au sein du Conseil des droits de l'homme. Cette déclaration des droits des paysans, pour la plupart des personnes, c'est quelque chose qui fait vraiment sens. C'est pour eux évident et la plupart du temps, ils ne comprennent même pas pourquoi ça n'existe pas encore. Et en fait, voilà, ici, on veut les écrire pour les garantir dans le long terme et qu'elles ne soient plus oubliées ou niées. Ça, c'est l'enjeu pour nous, c'est essayer maintenant de sensibiliser le reste des citoyens à ces enjeux des libertés des paysans et des paysannes. Très clairement. Et c'est pour ça, notamment, que c'est important de défendre une agriculture durable, mais aussi solidaire, parce que y a un enjeu mondial au niveau des paysans et de la reconnaissance du statut des paysans. 3 mois après avoir rencontré Vincent, nous apprenions que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU adoptait la Déclaration du droit des paysans. Un des premiers droits est celui d'accéder à la terre, collectivement ou individuellement, pour leur logement et pour l'agriculture. Face à la difficulté d'accéder à la propriété foncière, la coopérative Terre en Vue apporte une solution à des agriculteurs qui s'engagent à développer des projets agroécologiques. Cette terre, elle est unique. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'au début, à la création, je veux dire à la reprise des terres que je faisais dans les années 1988, 90, etc., la terre, ici dans notre région, était assez bon marché, je vais dire. Mais l'immobilier a tellement monté que la terre agricole a monté très fort aussi. Aujourd'hui, on est arrivé dans des sommets où on est dans des terres qui ont un prix de l'ordre de 50 à 60 000 euros maintenant l'hectare. La terre agricole est devenue de plus en plus chère, elle devient vraiment inaccessible pour les agriculteurs, ils ne savent pas les acheter. Ils ne savent pas non plus y avoir accès d'une autre manière et elle est convoitée de plus en plus par d'autres usages que la production alimentaire. Et c'est de cette manière-là qu'on a créé la coopérative Terre en Vue qui réunit de l'argent citoyen, donc quiconque veut investir, mettre un petit peu d'argent à disposition pour préserver nos terres nourricières peut donc prendre des parts dans la coopérative Terre en Vue. Et de cette manière-là, on achète les terres et on peut les louer aux agriculteurs qui en ont besoin et qui peuvent ainsi développer leurs projets agricoles. J'aime mieux le mouron que celui-ci, parce que celui-ci, c'est un fort. Terrible, ça. Et ça c'est envahisseur. Hein. Terrible. Ouais. Mais les mauvaises herbes, chaque année... Concrètement, pour devenir comparateur, c'est tout simple. Il faut prendre des parts de la coopérative. C'est 100 €, je crois, la part. Minimum. Et puis c'est devenu quasi une amitié où on partage les mêmes valeurs. Donc pour nous, ça a ce sens-là aussi de s'intégrer dans un groupe qui soutient la ferme, qui en plus est près de chez nous, ce qui est une chance incroyable. Et alors, pour moi, une dernière chose à laquelle j'ai été sensibilisé, c'est au fait que c'est un mouvement citoyen. Il ne s'agit pas d'attendre toujours que l'État vienne remédier à certaines choses ou quoi. Et c'est pour ça qu'on dit que cette terre est unique, parce que ce système-là d'achat est un système qui commence, parce qu'ici dans la région, c'est la première terre qui est achetée comme ça. Notre sécurité alimentaire à tous dépend du bien-être des paysannes, des paysans et de l'agriculture durable. Partout, au nord comme au sud,
une réflexion et une recherche de solutions sont à l'œuvre. Une population conscientisée, formée, consciente des enjeux, à qui on donne des capacités de s'organiser, de faire le plaidoyer, de se mobiliser. Et à partir des petites expériences qu'on crée, qui se créent tous les jours, on montre que c'est possible. Ces expériences-là, on doit les rendre visibles. On doit les mettre en réseau, on doit les mettre en synergie. On doit créer à partir de là un mouvement qui soit un mouvement fort. Quant à Guillaume, il s'en est retourné auprès de ses élèves, mobilisé lui aussi pour leur transmettre les découvertes et les enseignements de ses voyages, mais surtout pour les éveiller à leur tour à exercer leur créativité de citoyen. J'ai à cœur, dans ce métier-là, dans les cours que je donne, de transmettre cette passion de compréhension du monde, de sensibilisation aux inégalités mondiales, au développement. Et donc je recherche un petit peu une manière de faire pour que ça touche de façon assez concrète. Et j'ai aussi décidé de le faire animer par des rétos. Donc j'ai fait ce jeu-là il y a quelques mois dans mes classes de réto. Et donc je me suis dit, pourquoi pas demander aux rétos intéressés de se réapproprier le jeu ensemble, de l'organiser et puis de l'animer, que eux l'animent aux plus jeunes, 4e année. Il n'y a que la moitié de votre région qui vote, car l'autre moitié représente les paysans, et en Asie, les paysans n'ont pas le droit de vote. Il y a une interactivité qui fait que directement on se plonge dans l'histoire, donc on capte tout directement. Représentez donc ce PIB par les chaises que vous voyez derrière vous. Au plus vous avez de PIB, au plus vous avez une bonne vie économique. Vous pouvez aussi faire plein de sortes d'accords entre les différentes régions. Et ça, vous devez aller en parler à l'ONU chez Mathias. Alors c'est tombé. Depuis 2013, la Chine est passée devant les États-Unis et l'Europe en tant que première puissance économique mondiale. L'Europe doit donc céder 2 chaises aux pays émergents du BRICS. L'année prochaine, on va partir durant 3 semaines au Burkina Faso. Là-bas, on va normalement décorer une école et se mélanger un peu avec la population. Et du coup, c'est vrai que se mettre dans un jeu où on connaissait un peu déjà les inégalités mondiales, ça nous mettait bien par rapport au projet. Ça nous apprenait déjà certaines complexités du pays où on partait. Et voilà. Chers amis, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans cette émission. Merci aussi à André Bossuroy qui nous a donc fait découvrir des projets d'agriculture durable. Si vous voulez revoir cette émission, c'est sur Ovio ou sur le site catobel.be. Portez-vous bien, merci de votre fidélité et à très bientôt pour une prochaine émission.